bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir ce matin pour la première conférence de la matinée, en tout cas dans cette salle. L'objet en fin de compte de notre conférence, c'est écoutez, tout simplement comment générer plus de succès à partir d'idées et puis bien évidemment commercialiser ces produits. Je suis avec Florent qui est consultant chez Dalim et moi-même qui suis au développement commercial sur une partie de l'Europe. Dalim Software, qui sommes-nous ? Quoi de mieux pour parler de Dalim qu'une petite vidéo? En fait, on existe depuis plus de 35 ans, on est européen, on est basé de l'autre côté de Strasbourg, en Allemagne. On est une équipe vraiment cosmopolite, je dirais, de la France en passant par l'Allemagne, l'Angleterre, le Brésil, les États-Unis. C'est vraiment ce que l'on est. Notre métier, c'est être éditeur de solutions logicielles et d'apporter au marché les solutions qu'il faut pour automatiser et je dirais rationaliser. Donc on essaye d'apporter en tout cas aux équipes marketing des outils qui vont leur permettre d'appliquer, je dirais, les concepts de la Fordisation, tout simplement appliqués au domaine de la création et du marketing. C'est pas évident, mais c'est tout simplement mettre des processus, c'est expliquer et essayer de mettre en musique tout ceci pour pouvoir créer plus de contenu. On a différents types d'outils. On a notamment notre plateforme qui s'appelle ES Fusion, qui est la dernière génération. C'est la 3e génération de plateforme, puisqu'on a commencé en 2000. Celle-ci, elle est basée sur le concept du Mac. C'est l'architecture Mac, donc c'est tout ce qui est microservices, qui va pouvoir s'adapter en fonction des besoins, scaler en fonction de la productivité attendue. J'ai pas beaucoup à faire, j'ai utilisé très peu de puissance, j'ai beaucoup tout d'un coup un rush. Le système va automatiquement s'adapter à nos besoins. Tout ce qui est API First, API, Florent nous en parlera un petit peu plus, mais ça nous permet tout simplement de nous connecter à notre écosystème d'une manière transparente. La 3e partie, c'est Headless. Ce qui est vraiment important dans ces outils au niveau de tout ce qui est plateforme, c'est la possibilité de pouvoir avoir des outils qui s'adaptent à la population. Donc de les configurer avec 3 niveaux de configuration. Au niveau de l'utilisateur, on a un éditeur d'interface qu'on appelle low-code, no-code, qui est tout nouveau, qui permet aux équipes infra de définir ses propres portails, de mettre en place ses propres outils et vraiment de les personnaliser en fonction des populations qui vont venir se connecter. Puis derrière, c'est tout ce qui est headless. Headless, c'est important pour nous, c'est ce qui permet tout simplement d'embarquer nos outils d'une manière totalement neutre, de mettre les moteurs derrière vos propres interfaces. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui est cloud native. Donc là, on est sur toute la mouvance. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est pas forcément de mettre en place une solution chez soi et de la posséder, c'est vraiment d'utiliser le système. Donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui au marché. Ici, on a quelques-unes des marques qui nous utilisent. Donc le grand dilemme et le challenge de tous aujourd'hui, c'est surtout dans le contexte actuel, c'est comment faire le marketing. Hein. L'objectif aujourd'hui, c'est aligné, c'est comment générer plus de business. Comment générer plus d'opportunités de vente et puis de gagner des marchés. Il y a différentes manières de le faire. C'est soit aujourd'hui, c'est prospecter de nouveaux profils, donc définir de nouveaux profils par rapport, étudier vraiment ce que ces profils attendent. Une deuxième manière, je dirais, de générer plus de business, c'est d'ouvrir des nouveaux centres de commercialisation. Ça peut être des centres physiques, des points de vente, mais ça peut être aussi tout simplement différents types d'e-commerce, ou ça peut être aussi de passer par différents distributeurs. Ça peut être des plateformes, mais ça peut être aussi des distributeurs physiques, de se développer à l'international. Un des troisièmes points, c'est tout simplement aussi d'essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'attend notre audience pour pouvoir adapter notre manière d'adresser cette population. Et lorsqu'on s'adresse aux marques, aujourd'hui, il y a une étude qui a été menée en début d'année par SEMrush. Ce qui est important, c'est quelles sont les techniques, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins justement de générer plus de contenu dans votre équipe marketing. Et quelque chose qui est important, c'est que dans toutes les actions qui ont pu être listées, d'une manière assez unanime et assez répétitive, c'est
le contenu. Le contenu, générer plus de contenu, du contenu adapté à l'audience, en publier davantage, être plus créatif et plus pertinent sur ces contenus. Ce qui en arrive à la question, mais surtout dans le contexte actuel, c'est comment on s'y prend. Comment est-ce qu'on fait en fin de compte? Nos ressources, elles sont ce qu'elles sont. Générer plus de ressources, plus de contenu, ça sous-tend plus de ressources peut-être, ou tout simplement une autre manière peut-être de voir les choses. Et c'est là où je vais passer la parole à Florent, qui lui, au quotidien, c'est vraiment ce qu'il identifie avec nos clients. Quels sont les moyens et les tactiques à mettre en œuvre pour justement essayer d'asseoir cette stratégie de plus de contenu. Florent, c'est à toi. Merci Isabelle. L'idée, c'est comment produire plus de contenu avec les mêmes moyens. Parce qu'on est tous face au même problème, l'équipe n'est pas à dimension variable et on demande toujours plus, et on voit que pour gagner plus, pour avoir plus de succès, de profit peut-être, il faut produire plus. Comment on fait? Donc, une méthode, des outils, on va en parler. Déjà, petite question, dans votre métier, vous faites du marketing quand même, vous avez levé la main. Qu'est-ce qui vous fait perdre le plus de temps dans votre travail pour produire vos contenus? Une idée? Bon, en général, la réponse, elle est chercher, chercher des sources, retrouver les images de l'année dernière, retrouver les documents de l'année dernière, rééditer les documents. Et ça, c'est un vrai problème. La réutilisation, rien que ça, alors ça devrait être simple, eh bien, rien que ça, c'est compliqué. Ensuite, je vais vous faire participer un petit peu, essayer de réagir un petit peu là. Est-ce que vous reconnaissez cette marque ? Qui a fait cette campagne? Allez, c'est facile. Alors, Apple? Non. Non. Presque. Oui, McDo. En fait, ils reprennent tous les codes. De la marque. Ils reprennent le rouge. Bon, le McDo, il est en dessous. Hein. Voilà. Ils reprennent le rouge et ils ont mis des iPhones façon burger. Et normalement, on reconnaît l'image de marque. C'était ma démonstration, merci. Donc oui, c'est quoi les trois piliers? C'est l'image de marque, le point de vente. Le point de vente, ça touche toute l'image qui est sur tout ce qui est dans le point de vente, mais aussi le packaging, là où le consommateur touche le produit. Le packaging est très important pour la qualité perçue du produit. Et enfin, les réseaux sociaux, avec tout ce qui est la réputation, tout ce qui va autour des conversations, autour du produit, autour de la marque. Et c'est ces trois piliers qui vont amener le succès. Alors, si on essaye de voir un petit peu de quoi on parle pour construire ces trois piliers, eh bien, vers tous ces canaux de communication, donc là, il y a surtout les réseaux sociaux, mais bien sûr, il y aura justement tout ce qui est print, tout ce qui est vidéo. Voilà. Il y a un intrus dans vous l'avez vu ou pas? Bon, vous chercherez. Et tout ça, on le produit avec quoi? On le produit avec un brief déjà au départ, avec des contenus, des textes rédigés peut-être en interne, peut-être par un rédacteur, des contenus techniques issus de l'annonceur probablement, parce que là, en général le rédacteur n'est pas techniquement compétent pour écrire ses contenus. La logothèque, donc tout ce qui a été construit, tous les visuels qui ont été faits en amont ou qui ont été achetés, la base photo qui a été peut-être issue d'un photoshoot, donc peut-être un photoshoot spécifique à cette campagne. Et aussi tous les projets précédents, l'historique, ainsi de suite, et puis les contraintes techniques qui vont dépendre énormément du canal de communication qu'on utilise. Et à tout ça, il faut aussi rajouter le reporting en fin de projet pour mesurer le ROI, mesurer comment on a été rentable. Alors, si on zoome un petit peu sur cette flèche, eh bien, de quoi est constituée notre démarche? Eh bien, le brief, c'est quoi? C'est l'idéation. Ensuite, on a la discussion. On en discute quand même un petit peu. On cible. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel canal de communication? Quelle personne? Quelle typologie de clientèle? On choisit. Bon, et puis après, on organise.
et on délègue des tâches, puis on rédige quelque part des contenus, on va peut-être faire un peu de graphisme. À la fin, une fois que tout ça s'est mélangé, bon, c'est un peu un raccourci, mais on arrive au BAT. Le BAT, une fois qu'il est fait, peut-être qu'on va vers des traductions, peut-être qu'on va vers des déclinaisons, donc de couleurs, de formats, et puis bien sûr pour tous les canaux. Et ensuite on diffuse. Tout ça, ça doit être synchronisé. Pourtant, il y a des canaux de communication qui demandent énormément plus de travail que d'autres. Vous voulez faire une vidéo, ça va vous prendre beaucoup de temps. Vous voulez faire du print, ça va vous prendre 3 semaines. Vous voulez faire un post sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en une journée. Voilà. Donc du coup, tout ça, ça nécessite d'être préparé et synchronisé au début, mais synchronisé à la fin aussi. Et au final, donc comme je disais au début, il faut faire des stats. C'est important de mesurer derrière. Alors quand ça passe par des réseaux, par Internet, c'est facile. Quand c'est d'autres canaux, c'est plus difficile. Et tout ça, on peut faire des liens. À peu près toutes les campagnes se déroulent dans cet ordre-là. Peut-être pas avec toutes les étapes, mais on les fait à peu près toutes de cet ordre-là. Et selon le typologie de projet, on va en ajouter, en enlever. Et c'est ce que chez nous, on appelle un workflow, un flux de travail. Comment tu disais, Isabelle ? Un processus, tout simplement. Moi, c'est ce que j'appelle la Fordisation. On l'applique tout simplement au domaine du marketing. C'est la chaîne de production. On la rationalise. Voilà, alors ça fait un petit peu industriel, hein, mais bon, l'idée c'est justement, Isabelle parlait de taylorisme, de rationaliser la chaîne de production. Et bien tout ça, toutes ces étapes-là, on va pouvoir les mettre dans un seul outil qui s'appelle Dalimes, qui est notre logiciel, et un des logiciels qu'on édite, et qui va rassembler tous ces outils-là, et qui va permettre de suivre la production pour tout type de contenu. C'est-à-dire que ce n'est pas un logiciel qui va permettre de créer du contenu. Ce n'est pas Photoshop, ce n'est pas InDesign, ce n'est pas un logiciel de création vidéo. Par contre, c'est un logiciel où on va pouvoir poser nos documents et suivre la démarche et s'assurer qu'il passe entre les bonnes mains et qu'il ait été validé et vu par les bonnes personnes. Ce qui évite d'avoir à produire la totalité du document ou de la vidéo, de le montrer au big boss et à la fin, ah ben non, on recommence à zéro. Vous avez déjà vécu ça ? Jamais. C'est incroyable. Bon, donc, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un WIP DAM en anglais, Work in Progress DAM, ou un DAM de production. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. En gros, c'est un DAM avec gestion de projet. Alors, un DAM, qu'est-ce que c'est ? Un DAM, c'est Digital Asset Management. En gros, c'est une photothèque ou une banque d'images, ou en français, une gestion électronique de documents, mais au sens large, qui va être capable de stocker tout type de documents. Et bien sûr, déjà, c'est la première étape. Là, on est à l'onglet 1. Là, on peut rechercher. Rechercher parmi notre banque photo, rechercher parmi notre logothèque, rechercher parmi tous les documents précédents, les sources, mais aussi la production. Et tout va être stocké au même endroit. Donc ça fait un outil unique pour tout ce qui est brochure, catalogue, donc les documents longs, packaging, la 3D, les sites web, les réseaux sociaux, les newsletters, et puis par extension tout type de documents. En fait, on gère des dizaines de formats, et s'il y a des formats qu'on ne gère pas, on est capable d'appeler des API dont parlait Isabelle pour les transformer en PDF, en JPEG, pour que vous puissiez au moins les prévisualiser, et à tout moment, de toute façon, vous pourrez les télécharger et les remodifier. Alors, si on zoome un petit peu encore sur comment ça va s'utiliser, eh bien, on a une visionneuse. La visionneuse, c'est ce qui va permettre d'afficher le document, et donc on affiche un certain nombre de formats. On se targue d'avoir la meilleure visionneuse du marché. Alors, c'est quoi une visionneuse ? C'est un document qui vous permet d'afficher en haute résolution. Le document est stocké en haute résolution sur le serveur. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez que ce que vous voulez. Si vous zoomez dedans, ça fait des tuiles, comme dans Google Maps. Et donc, quand vous zoomez, le serveur vous envoie une tuile calculée pour vous avec le zoom que vous voulez sur le bon endroit. Ça sert à quoi ? Ça sert à annoter le document. C'est-à-dire que si on est d'accord, on approuve le document. Si on n'est pas d'accord, on va aller refuser le document, mais en ayant au préalable mis des annotations. Donc annotation, on peut appuyer quelque part comme dans Acrobat et puis poser une note, mais on a aussi plein d'autres outils. Par exemple, quand on clique sur un texte, il va être automatiquement recopié dans la note. C'est-à-dire que là, comme ça, on va éviter les erreurs de recopie, parce que parfois on retape tout le texte et on fait des erreurs à ce moment-là. Et donc du coup, c'est un petit peu dommage, parce qu'en voulant ajouter une correction, en fait, on ajoute une erreur. Donc c'est très dommage.
On a plein d'outils qui vont permettre de mesurer des zones. Par exemple, quand on fait des publicités, on a besoin de mesurer la taille de la zone en surface. On peut contrôler les QR codes, contrôler les codes barres directement dans cet outil-là. Remarquez aussi sur la gauche, on voit que ce document il a été fait depuis un document InDesign et on voit qu'on peut désactiver tous les calques. Et ça, c'est très utilisé pour le packaging, mais aussi dans tout ce qui est retail pour afficher les références et les masquer au dernier moment. Je ne sais pas si vous faites du retail. Non, bon, souvent, dans les catalogues Auchan, en fait, jusqu'au dernier moment, il y a les références produits sur le produit, mais quand vous recevez le catalogue Auchan chez vous, il n'y a plus les références, elles ont été effacées. Mais pour permettre de contrôler le produit tout au long de la vie du document, eh bien, on laisse la référence. Et donc, ça permet de la réafficher. Cette visionneuse va nous permettre aussi de comparer plusieurs documents. On va voir une vidéo après, mais vous voyez ici que j'ai 2 révisions du document. La révision 1, la révision 2, et on va pouvoir les comparer. Donc on a accès à la révision d'avant, avec les annotations de la version précédente, et la version actuelle que vient de nous soumettre le graphiste. On peut aussi comparer avec d'autres documents. Ici, on voit toute la gamme du même produit, avec les différents parfums. Et on va pouvoir comparer un parfum avec l'autre pour voir si le positionnement du logo est le même, pour voir si le code barre est différent, ainsi de suite. Remarquez là sur la gauche, maintenant, on voit les différents canaux. Donc là, c'est dans le cas du print. On peut voir les canaux CMJN. Et là, on a aussi le goût, flavor, et le blanc. Le blanc, quand on fait du packaging, vous savez peut-être qu'on imprime d'abord du blanc sur le film pour pouvoir imprimer la couleur par-dessus. Et donc ça, ce blanc, dans ces cas-là, on a pour coutume de le mettre en rose. Vous le voyez ici. Et vous le voyez aussi dans la gamme qui est en dessous du document. Donc ça va permettre de contrôler qu'on a bien les bonnes couleurs, qu'on a bien des Pantone, par exemple, qui ne feront pas partie des CMJN. On va pouvoir aussi comparer en mettant des documents côte à côte. Et quand on a un zoom, on zoome sur les 4 documents en même temps. Donc là, ça permet aussi de se déplacer dans les 4 documents en même temps. Et là, on a 4 documents imprimés, mais on peut aussi comparer un site web, un document imprimé et une vidéo en parallèle. Je vais vous montrer une petite vidéo, justement. Voilà. On a un mode de comparaison où les 2 documents sont en superposition, et donc en déplaçant la barre qui est dessus, vous allez pouvoir comparer une version et une autre. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais il y a un des 2 documents qui avait un QR code et l'autre pas. Bon. Et donc là, on est en train de comparer la révision 1 avec la révision 2. On a encore un autre mode d'affichage dans la visionneuse qui va nous permettre d'avoir une vue en chemin de fer. Alors le chemin de fer, c'est très utile pour tout ce qui est document imprimé, parce que les pages sont livrées en page à page ou en double page, et à la fin, on doit les rendre d'une certaine manière. Et on doit les rendre, en plus, en incluant la couverture, par exemple. La première page que vous voyez ici, elle est bleue, et la dernière est bleue aussi. Enfin, plutôt les 2 premières sont bleues, et les 2 dernières sont bleues aussi. Pourquoi ? Parce que c'est la couverture, et la couverture, elle va être imprimée différemment, peut-être même avec une autre technique, sur un matériau différent. Peut-être qu'il y aura du vernis dessus, du brillant, ainsi de suite. Les couleurs que vous voyez au-dessus des pages, ce sont les sections. Parce que si vous faites de l'impression, ça vous intéresse de savoir comment va être découpé votre document. Il va être imprimé par, ici c'est par 8 pages, où le premier cahier fait 16 pages, et après on a des cahiers de 8 pages. Donc c'est propre à l'impression. Au passage, sur la droite, vous voyez différentes étapes. Et en fait, vous voyez que ce document est passé dans 3 étapes qu'on voit ici, qui sont OK pour nouvelle révision. Ça veut dire, est-ce qu'on a accepté la nouvelle révision? Peut-être que dans votre production, vous êtes trop tard. C'est déjà parti. C'est déjà diffusé. Du coup, vous ne pouvez pas accepter que le client, que le graphiste envoie sa nouvelle révision maintenant. Donc, là, on a passé cette étape-là. Le deuxième, c'est le pré-flight. Donc, dans pas mal de typologies de documents, on va être capable de vérifier le document et de donner un go, no-go technique sur le document. Est-ce que ce document correspond aux caractéristiques techniques nécessaires à sa diffusion? On appelle le pré-flight. C'est valable pour le print, mais pour la 3D, pour la vidéo, pour tout. Et puis à la fin, on a page by page, désolé c'est en anglais, l'approbation du client final. Donc la somme de tout le travail qui aurait été fait en amont va être validée par le client in situ avec la visionneuse qu'on a vue avant, donc en HD. Il n'y a pas moyen de tortiller, c'est sûr, c'est juste. C'est le document final tel qu'il sera diffusé. Alors voilà, ça c'est le cœur du système, c'est donc l'affichage des documents et leur contrôle. Alors maintenant, comment on collabore autour de ça? On collabore à travers un workflow.
Un workflow, c'est quoi? Alors, ça peut être très compliqué, mais globalement, schématiquement, ça peut être ça, c'est-à-dire des parties où on va produire, donc on va réunir ici le brief créatif, le brief projet, on va recevoir les matériaux, donc tous les photoshoots par exemple, on va attendre des approbations, le marketing va pouvoir mettre son logo, ainsi de suite, et donc comme ça, on va pouvoir construire un schéma, et ce schéma, il est concret, on peut l'afficher dans le logiciel, et chaque document passe par une étape qu'on peut voir. Tout à l'heure, ce que je vous ai montré juste avant, c'était justement ces étapes-là. Il y a certaines étapes qui sont affichées et d'autres qui sont purement techniques. Et donc, on peut les répartir en 4 groupes. Là, donc la production, la planification, la publication ou diffusion et la réutilisation. Puisque du coup, dès que le document est sorti, eh ben, on va pouvoir le ranger dans la plateforme de façon à prévoir sa réutilisation dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an ou sous une autre forme. Le cœur du système, c'est la validation, comme je vous expliquais avant. C'est-à-dire qu'à plusieurs étapes, on a la validation de l'agence de com, on a la validation des textes, la validation des traductions, la validation de la chromie. Et puis à la fin, peut-être la validation du client, le go du client. Alors comment ça se passe? Un cycle de validation. Donc un cycle. Donc une petite vidéo. Donc la créatrice de contenu dépose quelque chose. Ici, elle dépose une image et une vidéo sur la plateforme. Le manager vérifie que le fichier correspond aux attentes techniques ou stratégies. Donc il annote le document. Ici, il dit les couleurs ne sont pas bonnes. La créatrice de contenu reçoit automatiquement un email avec ses annotations dès que le manager a fini. Elle dépose une nouvelle révision, ce qui va notifier, lui, le manager, qui va pouvoir réagir tout de suite. Il va pouvoir utiliser la plateforme pour comparer les 2 versions, vérifier que ces corrections ont bien été faites et le valider. À partir du moment où c'est validé, ça peut aller vers la suite du workflow. Ici, c'est diffusion, donc diffusion à la fois vers l'impression et vers le digital. Donc c'est un exemple très simple de validation, mais ça, c'est une parcelle, et ça, on peut le mettre plusieurs fois dans le workflow, et entre, on peut faire d'autres actions, des actions de modification technique, de vérification technique, ou de mise au format, par exemple. Une image peut être automatiquement mise au format pour les réseaux sociaux. Et après, vous pouvez le reprendre si c'est mal centré, ainsi de suite, mais à partir d'une image, on peut automatiquement générer tout. Ensuite, au niveau du projet, on va avoir des jalons. Donc ces jalons, on va le voir bouger. On a un tableau de bord et on va voir le document bouger et le statut du projet passer de main en main et de validation en validation. Donc toutes les questions que je vous ai posées au début, hein, l'agence de com, la marque, la diffusion, c'est pour ça que je vous ai posé la question d'où vous venez. Et donc voilà, ce tableau de bord va vous permettre de suivre l'avancement des projets et de voir où on en est dans le système. Là, vous avez un workflow avec 4 étapes, mais on peut aller beaucoup plus loin. Un vrai workflow, c'est beaucoup plus que ça. Donc, à la fois, on a la gestion des documents, la validation des documents, et aussi une suivi de contenu, une suivi de projet. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à venir sur notre stand après pour voir des vrais démos. Là, c'est des purs schémas. Ensuite, je vais vous parler d'intégration, parce que tout ça, c'est très bien, c'est super, mais dans une entreprise, comment on fait? Parce qu'il faut que l'outil soit intégré. De la même manière qu'on a les mails, qu'on a le logiciel de gestion de l'entreprise, eh ben, il faut l'intégrer. Et ben donc, pour l'intégrer, le logiciel qu'on présente cette année, c'est la dernière version de notre logiciel et qui se base sur l'architecture Mac, comme disait Isabelle. Alors, je ne vais pas m'étendre non plus, mais microservices, API First, Cloud-based et Headless. Alors je vais expliquer un petit peu ce que c'est et puis comment. Je ne sais pas s'il y a des techniques dans la salle. Bon, je vais passer vite, mais bon. Alors, en gros, le microservice, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser chacune des parties du logiciel de façon séparée. Qu'on va pouvoir l'appeler de façon séparée et ça veut dire aussi qu'on est très scalable. Vous avez peut-être vu les noms qu'il y avait sur la présentation au début d'Isabelle. On travaille pour des très gros clients et donc du coup qui traitent de l'ordre de, pour certains, 1 million de documents par jour. Et donc, on a besoin que, pour ce type de projet, eh ben, on arrive à scaler, à aller lancer automatiquement 10 ordinateurs qui vont lancer des millions de calculs en même temps. Et ça, on est capable de le faire. On est aussi API first, c'est-à-dire qu'on est capable, non seulement on a une API, mais aussi on peut aussi appeler des API. De cette manière-là, on peut intégrer très facilement l'IA. On l'a intégré, c'était la conférence de l'année dernière dans la même salle. On a montré comment on avait déjà intégré ChatGPT alors qu'il était sorti il y a 1 mois. Pourquoi? Parce qu'on est nativement compatible avec toutes les API. On est aussi
basé sur le React, donc c'est-à-dire qu'on est la même technologie que Facebook, c'est-à-dire qu'au départ c'est très rapide, on charge juste une page blanche et hop, ça vient se charger au fur et à mesure. Donc c'est très très léger et ça peut s'utiliser. On a des clients qui travaillent du fond de l'Afrique et qui l'utilisent quand même très bien. Et puis à la fin, cloud-based, c'est-à-dire que notre système peut être hébergé dans les locaux de l'entreprise qu'on appelle on-premise, mais il peut être aussi être hébergé dans le cloud. Et pourquoi aujourd'hui on va tous vers le cloud? C'est parce que on se fait tous attaquer depuis la guerre en Ukraine. En fait, les Russes attaquent énormément tous les sites web. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la réalité. Et donc du coup, ça devient très difficile de se protéger soi-même dans son entreprise. Donc du coup, on va préférer déléguer dans le cloud pour des raisons de rapidité, mais aussi de sécurité. Et donc on est compatible avec Amazon Web Services, avec Microsoft Azure et Google Cloud. Donc on peut héberger sur ces 3 plateformes. Au final, si on reprend les challenges des équipes marketing que j'ai un petit peu exprimé au début, vous allez voir qu'on coche un petit peu toutes les cases. On va être capable de gérer un nombre de projets illimité et avoir une vision globale. On va pouvoir garantir la qualité parce qu'on a une visionneuse qui donne la qualité exacte du document. Faire un suivi des corrections sur un nombre illimité de révisions. Avoir de multiples intervenants, y compris des externes. Et ça, c'est très important. Avec le Covid, on a eu de plus en plus de télétravail, de travail même avec des externes. Et là, on peut tout à fait les intégrer au système. Ils vont voir que le projet dont ils font partie et ne verront pas les autres projets de l'agence ou du service. On va pouvoir éviter les erreurs en amont et accessoirement éviter les modifications globales du dernier moment dont je parlais tout à l'heure. Et on va pouvoir trier facilement les projets, les documents, les retrouver et les mettre à disposition de qui on veut, avec une gestion des droits. Et avoir un suivi de projet global. Au final, le but, ça va être de réduire le nombre d'allers-retours de correction sur tout le projet. Voilà, donc nous sommes dans le hall d'à côté. N'hésitez pas à venir nous voir. Et on a aussi des goodies à gagner si vous venez nous voir. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.